Bonsoir à tous. Alors, merci à tous et bienvenue de nous retrouver pour cette plénière inaugurale de la semaine économique du Maroc. Et je vais essayer, comme vous le savez, les modérateurs sont très souvent des panélistes frustrés. Donc je vais utiliser mon joker dès le début pour vous planter le décor avant d'avoir nos 6 témoins exceptionnels qui vont partager avec nous leur vision sur cette nation marocaine qui vient de passer une séquence absolument exceptionnelle. Mesdames et messieurs, nous, Marocains, aimons à penser que nous sommes le centre du monde. C'est peut-être la coquetterie de cet État-nation millénaire, mais la réalité, c'est que l'histoire, comme la géographie, sont en train de nous donner raison. Voilà donc un pays qui se trouve à 5000 km de la capitale la plus au nord de l'Europe, Helsinki, à 6000 km de la côte est américaine, à 6000 km de Dubaï, où nous nous trouvons aujourd'hui, et à 6000 km de la Centrafrique, du cœur battant de ce continent qui est le berceau de l'humanité. Pourquoi est-ce que c'est important pour notre sujet du jour? C'est parce qu'aujourd'hui, le Maroc déploie sa nouvelle ambition, et il déploie sa nouvelle ambition après une séquence qui a été qualifiée d'exemplaire par nombre d'observateurs internationaux. Rappelons que le Maroc a réussi à contenir la crise du Covid, à déployer un filet sanitaire immense, à mobiliser près de 10% de son PIB au plan de relance qui va être lancé lors des prochaines semaines, et a surtout réussi une mobilisation sans précédent du secteur privé et du secteur public. Et tout ceci intervient à la fin d'une séquence très importante sur le plan industriel, le Maroc produisant aujourd'hui au niveau automobile 700 000 véhicules par an, dispose du plus grand port de la Méditerranée, le 20e port mondial, d'accords de libre-échange qui couvrent plus de 50 pays. Et au sud, le Maroc est devenu un leader dans le secteur des services, et notamment les services financiers, étant le deuxième investisseur privé en Afrique et le premier en Afrique de l'Ouest. Pour discuter de tous ces sujets, comme vous le savez, le Maroc est un pays où la parité et l'inclusion sont devenus l'alpha et l'oméga de toute politique publique et privée. Nous allons avoir un panel assez exceptionnel et totalement paritaire qui couvre tous les secteurs d'intérêt et tous les secteurs sur lesquels le Maroc ambitionne de projeter cette nouvelle marque qui s'appelle Morocco Now. Donc sans attendre, mesdames et messieurs, je vais vous demander de bien vouloir accueillir nos 6 panélistes sous un tonnerre d'applaudissements évidemment et sous vos applaudissements. Waouh! Ils sont beaux, hein? Je pense que vous pouvez les applaudir encore une fois. Bon. Alors, si vous voulez bien, on va repasser la musique du jingle. On va demander à la régie de la repasser parce que c'est une musique que vous avez tous entendue, mais en réalité, ce n'est pas vraiment une musique. Il y a un petit secret qu'on va partager avec vous avant de commencer à donner la parole à nos panélistes. La régie, vous pouvez nous la remettre? Et donc cette chanson Galvanize n'est pas véritablement une chanson, en vérité c'est un emblème. Elle est sortie en 2004 et elle est emblématique de cette capacité du Maroc à pouvoir combiner des racines ancestrales avec une modernité insolente. Lorsque le plus grand groupe de musique électronique au monde, Chemical Brothers, choisit de mélanger sa musique avec l'artiste la plus populaire au Maroc, Najat Atabou, ça donne ce type d'emblème. Et je pense que c'est emblématique de cette capacité du Maroc à savoir allier à la fois des racines extrêmement profondes et une attitude décomplexée face au monde. Mesdames, Messieurs, nous avons aujourd'hui pour examiner ces sujets sur la projection du Maroc, sa résilience, son émergence et sa nouvelle ambition. 6 panélistes exceptionnels, certains se sont déplacés de loin. On les remercie d'être venus jusqu'à Dubaï pour partager avec nous ce moment et surtout pour témoigner de l'empreinte de leur entreprise dans notre pays. Ce qui était important pour nous aujourd'hui, ce n'était pas de vous donner que de l'amour, mais vous donner aussi des preuves d'amour et vous montrer des success stories d'entreprises qui ont investi dans les talents, qui ont investi dans les services, qui ont investi dans l'industrie.
et de pouvoir faire tout cela en les mélangeant avec des acteurs nationaux qui, eux, ont pu mobiliser leurs talents et leurs efforts pour développer notre pays. Ma première question va être pour vous, Lamia Tiazi. La communauté nationale et beaucoup d'entre nous ici dans cette salle ont découvert votre frêle silhouette au début du mois de juillet sous les ors du Palais Royal de Fès lorsque vous avez signé cette convention avec un grand partenaire asiatique pour la fabrication de vaccins. C'est un motif de fierté nationale pour les Marocains et c'est un motif en plus de modernité puisque le Maroc à date a réussi à vacciner près de 60% de sa population. Et j'ai une question, parce que vous êtes un acteur au cœur de cette industrie stratégique qui est l'industrie du médicament. Et la crise qu'on vient de passer a montré à quel point ce secteur était important. Rappelons qu'il n'y a eu aucune rupture d'achalandage au Maroc, que tous les médicaments essentiels ont pu être assurés en grande partie par les acteurs nationaux du médicament. Quel enseignement tirez-vous pour votre secteur des 18 mois écoulés et quelle perspective pour la sécurité sanitaire du pays? Rappelons que vendredi, Sa Majesté le Roi a déroulé le triptyque souveraineté, sécurité, ambition pour le pays en mettant au cœur de son action ce pacte national pour le modèle développement. Donc vous, Lamia Tiazi, qui est au cœur de la machine, du réacteur nucléaire, sur ces questions de médicaments et ces choses qui nous tiennent tous à cœur, quels enseignements vous tirez des 18 mois écoulés et quelles perspectives pour la sécurité sanitaire du pays? Faisant partie de plusieurs industries et agile, elle est résiliente et elle est innovante. J'aimerais aussi rajouter qu'au-delà de livrer le marché, le Maroc a fait preuve aussi d'une créativité exemplaire. Vu que à côté de tous les médicaments que nous sommes en train de fabriquer aujourd'hui et qui représentent à peu près 60% de la demande, donc 40% restent importés et 60% sont fabriqués, le Maroc a rapidement mis en place de la fabrication de certains produits et spécialement des dispositifs médicaux comme le kit de dépistage du Covid, comme les masques, etc. Donc ça montre aussi une quatrième qualité qui est donc ce Maroc innovant et créatif. Merci Lamia Tiazi. Donc je disais au démarrage de votre intervention que vous étiez une silhouette, mais là on vient d'avoir la démonstration que vous étiez aussi une voix, parce que vous avez réussi à parler sans micro pour le début. Donc merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ces éléments-là. Alors, Mehdi Tiazi, vous aussi, quelque part, vous êtes arrivé dans l'actualité nationale en ce début janvier 2020, juste avant l'une des plus grandes pandémies qu'ait connue le Maroc depuis 3 siècles. Donc, vous arrivez pour conduire aux côtés du président Chakib Laelej de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Et puis, arrive cette séquence totalement inattendue, ce signe noir. Quel regard portez-vous sur la séquence que vient de passer notre pays et comment vous, le secteur privé, avez organisé la communauté de destin avec la force publique pour pouvoir contrer la pandémie et permettre à notre pays de donner du futur au présent? Écoutez, on a beaucoup de temps entre l'élection et la pandémie. Je crois que c'était une quinzaine de jours. Et il se trouve qu'on avait une réunion entre la Confédération patronale et le gouvernement pour débattre d'un certain nombre de sujets. Et cette réunion s'est transformée en
en un premier comité de veille économique. Et je crois que la première chose que le pays a fait de bien, c'est qu'on a su adapter nos capacités de réponse pour passer en circuit court de décision, lorsque, en temps normal, les décisions qui ont été prises pour faire face à la crise seraient passées par un circuit beaucoup plus long, des textes de loi, un circuit législatif, etc. Et ça nous a permis de mettre en place très rapidement toutes les mesures sur lesquelles il n'y a pas besoin de revenir. Mais je crois que les plus emblématiques, c'est d'avoir versé pendant 3 mois à l'ensemble des citoyens qui en avaient besoin, formels ou pas formels, et ça c'est une vraie différence avec ce qui s'est fait ailleurs, c'est-à-dire que même les gens on a fait fi du fait que certaines personnes travaillaient dans un marché non déclaré, et c'est 4 millions de foyers qui ont bénéficié d'un revenu pendant 3 mois. Nous, au niveau du patronat, on a été sollicités et impliqués à toutes les étapes dans la définition de la réponse pour pouvoir garder un tissu productif post-crise qui nous permette de rebondir. Et je crois que quand on regarde avec un an de recul, ce qui s'est passé, c'est que le taux de faillite d'entreprises au Maroc sur cette période, c'est-à-dire entre 2020 jusqu'à maintenant, est extrêmement faible. Et ça, c'est des chiffres à l'appui. On a très peu d'entreprises qui sont arrêtées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu des mécanismes d'accompagnement par la dette. Leurs salariés et les employés ont eu des mécanismes d'accompagnement. Les banques ont joué le jeu. L'État a joué le jeu en garantissant des prêts auprès des banques. Et donc, au final, on sort avec des employés qui sont toujours là et avec un tissu économique qui existe. Donc, vous nous confirmez que l'Union sacrée a bien eu lieu au Maroc lors de cette séquence ? Oui, je crois que l'Union sacrée a bien eu lieu. On a, au-delà de tout ça, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas ce que nous on retient, c'est que cette période nous a permis de nous découvrir nous-mêmes des capacités de réaction et des capacités d'adaptation qu'on ne se connaissait pas. Et on a développé une forme de décomplexation par rapport à un monde que l'on jugeait plus mature que nous. Et je pense que pour nous, c'est vraiment le plus grand take-away de cette crise. Merci beaucoup, Mehdi Tiazi. Candace, je me tourne vers vous. Vous allez ouvrir notre séquence internationale et on le fait avec d'autant plus de plaisir que vous avez plusieurs caractéristiques qui sont intéressantes pour le Maroc, puisque vous êtes d'Afrique subsaharienne, mais que vous occupez de digital, d'inclusion, de femmes. Quel regard portez-vous sur le royaume chérifien et sur son action au cours de ces derniers mois et des 2 années qui viennent de s'écouler ? Heureusement que nous sommes immunisés. Merci beaucoup de la question, Abdelmalek. Ça a été absolument fascinant d'observer, comme mes prédécesseurs l'ont déjà dit, la résilience, la réactivité, mais aussi la profonde humanité du Maroc dans cette situation de crise qui a révélé, au-delà de la résilience de la chaîne de valeur médicale, une capacité à mettre l'innovation et le citoyen au cœur de la stabilité et du développement du pays. C'est-à-dire qu'en réalisant qu'il y a une chaîne de valeur médicale qui a non seulement résisté au Covid, mais qui a permis de protéger les gens, on réalise qu'on a des infrastructures solides, mais derrière les démarches qui ont été mises en place, par exemple, une action du gouvernement pour soutenir le secteur culturel parce qu'il a estimé que c'est une source de lien social, mais aussi une source d'innovation et quelque chose d'assez inédit sur le continent. Et de manière générale, cette résilience de la chaîne de valeur médicale a aussi valu au Maroc de grimper fortement dans le classement, dans un safety index, à la tête du continent africain et à la 24e place mondiale, pas loin du Japon et d'un pays comme Israël, dont la réputation n'est plus à faire en termes de sûreté. Et c'est fascinant de voir à quel point finalement cette pandémie a été a blessing in disguise, une bénédiction déguisée, comme on dit en anglais, avec des répercussions aussi. Je ne sais pas s'il y a un lien de causalité, mais définitivement un lien, une corrélation entre notamment un surdynamisme de l'Agence du développement digital, justement, qui a multiplié les partenariats avec Portnet au commerce extérieur, avec Orange Money dans le secteur privé, avec Cisco, et qui continue toutes ces Donc, activités. selon vous, il y a eu ce fameux leapfrog digital, c'est-à-dire ce fameux saut de grenouille. Dans cette période d'adversité, le Maroc a pu mobiliser ses forces sous-estimées pour
faire bouger un certain nombre de lignes dans le domaine du digital, du gouvernement numérique. Absolument, absolument. Et voilà, on commence déjà à en voir les effets positifs, non seulement à travers les gouvernements, mais à travers tous les programmes qui sont mis en place pour soutenir les entrepreneurs, mais le développement et la démocratisation des usages numériques qui, et on pourra l'approfondir plus tard, sont également nécessaires dans une logique d'inclusion et de soutien de différentes couches de la population, les femmes, les jeunes, les entrepreneurs, etc. On reviendra vers ça, hein, parce que vous avez parlé de culture, on n'en parle pas assez, mais c'est important, le capital immatériel également. Le portefeuille, c'est bien, mais nourrir le cœur, c'est très important également. Alors, Candace, vous avez parlé de sujets extrêmement importants, et Philippe Bourdeau, je me tourne vers vous, parce que vous êtes au cœur de sujets qui ne sont pas importants, qui sont vitaux, puisque votre entreprise, l'entreprise que vous dirigez, du moins pour sa zone Afrique et Moyen-Orient, s'occupe de services essentiels, c'est Veolia, c'est un très grand groupe mondial, et donc, Veolia est surtout connu au Maroc pour la délégation de services essentiels à Rabat, Tanger, mais vous êtes en réalité présent sur beaucoup de secteurs. Alors comment est-ce que votre entreprise, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de savoir comment une grande multinationale qui est installée au Maroc a affronté la pandémie, et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre empreinte marocaine et cette séquence très particulière qui vient de se dérouler? Merci Abdelmalek. Alors, je tiens d'abord à vous dire que c'est pour moi un très grand honneur et une joie d'être parmi vous et de participer à ces échanges. Depuis 2 ans quasiment, la planète a traversé une crise sanitaire mondiale et le Maroc a été un exemple, un modèle dans la gestion de cette crise. Et je suis fier aujourd'hui de l'engagement de nos équipes, des collaborateurs d'Amendis et de Redal au Maroc, tout au long de la crise sanitaire, par leur travail, par leur dévouement, par leur engagement au service de l'ensemble de la population et de toutes les parties prenantes. Enfin, ils sont devenus des véritables héros du quotidien au Maroc, héros du quotidien pour assurer les services essentiels, comme vous l'avez dit, l'eau, l'électricité, l'assainissement. Alors, dans ces moments de crise, les populations comptent sur nous, les professionnels de santé comptaient sur nous, et les autorités, bien évidemment, comptaient sur nous. Et nous essayons de nous organiser pour répondre à ces attentes. La mobilisation des équipes, elle a été formidable, et ça a permis de ne pas rajouter une crise à la crise sanitaire. Philippe, parce qu'il y a aussi des défis cachés que le grand public ne peut pas imaginer. C'est-à-dire qu'il faut trouver des produits chimiques pour pouvoir traiter l'eau alors qu'il n'y a aucun container, il n'y a pas de bateau qui circule, donc il faut trouver des réponses pragmatiques à des problèmes urgents et si possible ne pas inquiéter les populations. Tout à fait. C'est le travail des équipes que dirige Choued Nasser, que j'ai vu dans la salle tout à l'heure, on en parlera peut-être. C'est notre travail, c'est le travail, mais plus de 20 ans de présence au Maroc de Veolia via Amendis et Redal, plus de 20 ans, 4500 collaborateurs au service des populations sur les services essentiels, à Rabat, à Salé, à Tanger, à Tétouan. Voilà, c'est notre métier. Merci beaucoup. On a parlé de services essentiels et maintenant je me tourne vers la présidente Rita Zniber parce qu'on va parler un peu d'agroalimentaire, de transition écologique, de tous ces sujets qui touchent votre entreprise. Donc, résilience et excellence parce qu'on est dans une séquence qui est une séquence effectivement très contrainte et très compliquée pour beaucoup d'entreprises. Et la période du Covid a mis sous pression votre industrie, comme beaucoup d'autres, avec de surcroît des événements conjoncturels. On a eu une période de sécheresse et puis ensuite le blocage des frontières. Comment avez-vous affronté la pandémie au sein de votre entreprise et quelles leçons en tirer pour l'avenir? Monsieur Alaoui, je vous remercie de me donner la parole. Vous savez à quel point c'est difficile pour moi de la prendre. Permettez-moi de me référer à mes notes. Donc, je voudrais dire que la vocation sociale de Diana Holding est la raison d'être de notre entreprise, qui est une entreprise familiale engagée sur des temps longs et qui a su faire preuve de résilience face à une pandémie mondiale. Bien qu'il n'existe pas de société de mission au Maroc, nous nous insérons dans cette dynamique qui veut que la raison d'être prééminente sur toute autre considération soit d'incarner et de continuer d'incarner un modèle économique tendant à améliorer notre position au service de l'intérêt général pour les années à venir. La crise de la Covid-19, dont nous ne sommes pas encore sortis et qui continue de nous impacter, a eu le mérite, en tout cas, de nous rappeler de façon aiguë que l'ensemble de nos efforts doivent plus que jamais intégrer la transition climatique, l'excellence sociale et la durabilité. Adopter cette posture,
quitte à altérer à court terme la rentabilité, relève d'un engagement constant de Diana Holding et de ses forces vives, lesquelles, ayant fait front ensemble aux difficultés nées de cette pandémie, ont évité les licenciements connus par bien des entreprises. Voilà. D'accord. Moi, je retiens dire. une phrase très importante. Je veux dire, nous sommes ici dans une congrégation d'acteurs du secteur privé, mais vous dites il faut être capable de pouvoir occulter la rentabilité à court terme parce qu'il faut pouvoir affronter ces très grands chantiers. On y reviendra parce que ça fait le lien avec tous les sujets qu'on va évoquer aujourd'hui dans la deuxième séquence où on parlera ensemble du nouveau modèle de développement et de cette nouvelle ambition pour le Maroc. Mamassou Goufara, comment ça va? Très bien. Je dois dire qu'on est particulièrement heureux de vous avoir avec nous parce que vous êtes également emblématique du discours historique de Sa Majesté le Roi à Abidjan lorsqu'il dit l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc vous faites partie de cette nouvelle génération de dirigeants qui sont venus du continent, qui sont mondialisés, qui sont globalisés. Et vous dirigez maintenant la région MENA pour ce grand groupe qu'est le groupe Alstom. Alors Alstom est surtout connu au Maroc et nous on peut faire un peu de chauvinisme pour le premier train à grande vitesse africain. Et nous les Marocains, on aime bien être les premiers. J'ai oublié d'ailleurs de dire quelque chose dans mon introduction, c'est qu'effectivement nous pensons être le centre du monde, mais on a eu une confirmation paléontologique il n'y a pas très longtemps puisqu'on sait depuis le 2017 que le premier homme de l'humanité, le premier Homo sapiens, était marocain. Donc c'était pas Lucie, il s'appelait Mohamed. Merci beaucoup. Donc nous sommes d'accord là-dessus. Mamassou Goufara, on est très content de vous avoir avec nous et on aimerait bien que vous nous parliez un peu d'Alstom, de votre ambition au Maroc, parce qu'Alstom c'est aussi une entreprise marocaine qui est surtout connue donc pour la LGV, pour ce fameux train à grande vitesse, mais vous faites beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre ambition et votre empreinte marocaine? Tout d'abord, merci beaucoup et je rejoins mon ami Philippe pour dire tout l'honneur que j'ai de joindre ce panel. Tout d'abord, Alstom au Maroc, c'est une histoire. Nous sommes dans le royaume depuis près de 100 ans. Et nous avons eu la chance d'accompagner les autorités dans la construction des infrastructures liées à la mobilité dans les villes et à travers le pays. Et bien entendu, le projet Al-Bouraq en est absolument un emblème majeur, puisque le premier train à grande vitesse est marocain, africain et marocain. Je voudrais dire que pour Alstom, le Maroc, c'est d'abord un pays majeur, puisque aujourd'hui, avec les équipes de Nourdine Ralmi ici présents, nous avons une usine qui construit des faisceaux électriques et des équipements électriques pour l'ensemble des trains d'Alstom. Donc au Maroc, on a un centre d'excellence mondial sur ces technologies extrêmement avancées. Un train peut aller jusqu'à une centaine de kilomètres, 1 kilomètre de câbles par mètre de train. Donc vous imaginez le nombre de faisceaux et la complexité. 1 kilomètre par mètre de train. Par mètre de train. Donc vous imaginez la complexité de ces équipements. Et aujourd'hui, nous faisons avec des partenaires marocains, des fournisseurs, à peu près 400 millions d'euros d'export par an. Et nous employons, rien que pour Alstom, 400 personnes sur notre site de Fès, à majorité des femmes. Et c'est à noter également. Et aujourd'hui, nous souhaitons continuer à utiliser l'ensemble des capacités du Maroc, les capacités humaines, industrielles, mais aussi la volonté des autorités de continuer à investir dans la mobilité durable et verte pour non seulement contribuer dans ces politiques-là, mais aussi renforcer notre présence. Et avec une empreinte humaine de plus en plus marocaine, hein, c'est ce qu'on dira. Le management local, ce sont des Marocains, c'est quelque chose que vous partagez avec Veolia. Leur nouveau patron pour le Maroc est marocain. Vous, votre patron pour le Maroc est également marocain. Absolument. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique, c'est pas juste une incantation, c'est une réalité au Maroc. C'est une réalité au Maroc et de plus en plus dans l'ensemble des pays où nous opérons. Et cela se traduit par aussi non seulement l'équipe dirigeante, mais aussi les équipes techniques qui non seulement contribuent
aux activités dans le pays, mais aussi font partie d'une chaîne quasi mondiale, hein, puisque nous sommes dans plus de 70 pays. Et comme je l'ai dit, nos équipements sont livrés ici à Dubaï, aux États-Unis, en Europe, et des équipes du Maroc vont aussi soutenir l'exploitation de ces trains lorsqu'il y a des difficultés. Donc, c'est des compétences marocaines, mais qui sont aussi mondiales. Donc, interpénétration et agilité. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, on vient de terminer la première séquence qui, comme vous l'avez compris, a montré comment le Maroc s'est comporté lors de ces 18 derniers mois et quels ont été les défis qu'il a réussi à relever. Mais on est aussi très imprégné par le grand poète français Laurent Ruquier, parce qu'il y a tous ceux qui ont pu être là ce soir, mais il y a ceux qui n'ont pas pu être là ce soir. Et donc, on a reçu des témoignages exceptionnels de très, très grands patrons. Et on aimerait aujourd'hui partager avec vous, avant d'entrer dans la deuxième séquence de questions, partager une vidéo d'abord d'un très grand patron international qui a investi au Maroc. Et je demanderai à la régie de bien vouloir nous la passer. Here at Boeing, we are very proud of our long-standing partnership with the Kingdom of Morocco, a relationship that stretches back over 5 decades. In 2001, we worked together to create one of the first players in the Moroccan aviation industry as we joined forces with Safran and Royal Air Maroc to create Matisse Aerospace. This joint venture aligned well with the bold vision of His Majesty King Mohammed VI to position Morocco as a global aviation player. The strong support and the commitment explain why the local aerospace sector has expanded over this past 20 years, growing from around 10 companies to nearly 140 an annual turnover of $1.7 billion in exports. Building on our commitment to the aerospace ecosystem in Morocco and the highly skilled workforce there, we entered into an MOU with the Kingdom in 2016. This MOU has proven to be a great success as we have added 11 suppliers, including 2 suppliers to Boeing. One of these suppliers, TDM, is the first Moroccan-owned aerospace supplier, a great achievement in a highly competitive aerospace industry. These early successes have demonstrated that the Kingdom of Morocco is a best value country that sets it apart from many. We believe that together we can address challenges in global aviation and support the long-term growth objectives of Morocco and at Boeing. Thank you for your partnership, and we look forward to building a stronger future together. Bonjour, le Maroc est un partenaire historique de Renault Group. C'est un pays à haut potentiel qui est aujourd'hui dans le top 5 de nos pays industriels et dans le top 15 des ventes mondiales du groupe. Le Royaume est aussi clairement un des piliers de notre plan stratégique Renaulution. Et avec ce plan, nous orientons l'activité du groupe vers plus de création de valeur. Nous avons les atouts pour y arriver et le Maroc certainement en fait partie. Je souhaite vous dire ma fierté et celle de nos équipes ici d'être le contributeur clé dans l'essor de l'industrie automobile au Maroc et d'avoir su saisir cette incroyable opportunité. J'aimerais souligner aussi l'importance de notre capital humain. Au-delà du fait que nous sommes la deuxième plus grande entreprise du Royaume en chiffre d'affaires, nous pouvons compter sur l'engagement de nos plus de 11 000 collaborateurs qui ont fait de cette industrie une véritable success story. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Nous avons signé des accords ambitieux qui donnent une nouvelle impulsion à notre partenariat. Nous visons d'ici 2025 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en sourcing local et à terme 3 milliards d'euros et 80% d'intégration. Nous avançons en fait déjà en ligne avec nos objectifs parce qu'en début d'année 2021, nous avions déjà dépassé la barre des 60% de taux d'intégration locale. C'est aussi le coup d'envoi pour moi d'une nouvelle dynamique industrielle. Nous préparons l'industrialisation de nouveaux véhicules pour les marques Renault et la marque Dacia dans les 2 sites marocains du groupe. Ces véhicules incluront progressivement les technologies aussi d'électrification de Renault. Et c'est avec une grande fierté qu'on dévoile la première Dacia Sandero fabriquée
à la Somaka. Enfin, le Maroc a fait le choix stratégique de développer ses énergies renouvelables et de réduire son empreinte carbone. Ce projet de décarbonisation permettra aux industries de gagner en compétitivité. Ce sera un élément structurant dans les années à venir et c'est totalement en phase avec notre vision. La confiance est réellement ce qui structure la relation entre le royaume et le groupe, ce qui en fait une relation d'exception. La vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI de développer cette activité dans le royaume, appuyée par le plan d'accélération industrielle en 2014, a positionné le royaume comme un acteur important dans la filière automobile mondiale. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me souviens encore de la cérémonie où, en 2015, avec Sa Majesté, nous avons signé l'accord de coopération entre le Royaume du Maroc et le groupe PSA. C'était un moment structurant, un moment fondateur. Depuis ce jour, avec le ministre El Alami, nous avons parcouru un très beau chemin, que nous continuons d'ailleurs aujourd'hui à parcourir. Un chemin de collaboration, un chemin de développement du tissu automobile au Maroc avec notre usine de Kenitra, mais surtout l'ensemble des fournisseurs qui nous accompagnent pour produire la magnifique Peugeot 208 dans cette usine. Nous avons travaillé très intensément pour développer le tissu fournisseur, pour faire en sorte que la valeur ajoutée, la technologie nécessaire pour ce magnifique véhicule soit présente au Royaume du Maroc. Et je peux dire que les résultats que nous obtenons aujourd'hui, à la fois dans notre usine, mais grâce aussi à l'ensemble de nos partenaires et nos fournisseurs, le résultat est à la hauteur des attentes. Nous savons que notre industrie est extrêmement compétitive, que jamais nous ne pouvons arrêter de travailler pour améliorer la qualité, pour réduire les coûts, pour être au rendez-vous de la fourniture des pièces au bon moment dans l'usine. Mais je peux ici attester du fait que ce travail profond, ce travail intense que nous avons développé avec le ministre El Alami, il produit ses effets. Nous sommes en mouvement, nous sommes en train d'avancer vers l'avenir. Et je veux ici simplement exprimer la satisfaction de ce qui est maintenant le groupe Stellantis, puisque comme vous le savez, depuis PSA a aussi traversé des moments structurants avec sa fusion avec le groupe FCA. Voilà ce que je voulais témoigner aujourd'hui auprès de vous. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez vu, je pense que si on avait dit à un jeune Marocain né en 2010 qu'en 2021, il aurait Carlos Tavares, Luca Di Meo et le patron de Boeing Commercial Aerospace qui viennent parler de deal à 12 chiffres au Maroc et de dizaines de milliers d'employés, il aurait signé tout de suite pour même moins que ça. Mais j'aimerais, avant de passer à la deuxième round de questions, vous demander une faveur, c'est d'applaudir et de remercier toutes les équipes du ministère de l'Industrie et de la MDIE. Rappelons que Youssef El-Beri a été secrétaire général du ministère de l'Industrie, donc c'était également l'une des chevilles ouvrières de tous ces deals que vous voyez aujourd'hui en vidéo. Donc je demanderai à tout le monde de bien vouloir les applaudir et de les remercier pour ce travail qu'ils font en faveur du développement de leur pays. Alors, lors de la première séquence, on était non pas chez Laurent Ruquier, mais un peu chez la grande poétesse américaine Janet Jackson. What have you done for me lately? Qu'est-ce qui s'est passé récemment au Maroc? Maintenant, est-ce qu'on peut se tourner vers l'avenir? Et je me tourne vers vous, Lamia Tiazi, parce que tout le monde parle de ce bouleversement des chaînes de valeur mondiales. Beaucoup de gens ont parlé de l'industrie du médicament comme étant une industrie qui a besoin de relocalisation au cœur de la Méditerranée. Comment est-ce que vous voyez cette modification des chaînes de valeur mondiales dans un contexte où beaucoup de multinationales ont réalisé leur surexposition à l'Asie du Sud-Est? Quel rôle peut jouer le Maroc? Quel rôle votre industrie peut jouer pour capter le maximum de cette opportunité qui se dessine? Oui. Bah, écoutez, effectivement, donc, le Maroc est non seulement géographiquement très bien placé, mais j'estime que techniquement aussi, il peut apporter aussi, que ça soit vers le sud ou vers le nord. Je tiens d'abord à souligner que l'industrie pharmaceutique a été classée métier stratégique, et ce, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté. Déjà en 2019... Et cité nommément vendredi lors du discours d'ouverture du Parlement. Exact, mais on a déjà été cité en 2019 lors de la journée de l'OMS, où Sa Majesté a clairement demandé donc une sécurité sanitaire et une autonomie dans la fabrication des médicaments
ce qui nous amène à dire quand même que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à une vision éclairée, à une stratégie qui est clairement identifiée, et nous sommes très fiers de pouvoir la suivre. Maintenant, les chantiers, bien sûr, il y en a beaucoup. Donc, ils ont été non seulement identifiés et bien structurés grâce au PAI. Donc, nous avons aussi participé au plan d'accélération industrielle depuis 2015. Nous faisons également partie du CSMD avec lequel nous avons très bien travaillé et nous avons identifié justement ces chantiers. Donc, il y en a plusieurs, je ne vais pas les citer. Mais effectivement, le rôle de hub que le Maroc peut présenter aujourd'hui a double sens. Déjà, vous l'avez bien dit, et on connaît des pays pas très loin de chez nous, donc au sud de l'Europe, qui ont connu des ruptures de stock dues à des délocalisations vers la Chine et l'Inde de leur production, chose que n'a pas connue le Maroc, heureusement. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ça pour essayer de ramener ces industries, et spécialement la chimie. On sait que la chimie aujourd'hui a presque complètement disparu de l'Europe. Mais qui est polluante, hein. Et qui est très polluante. Il y a des enjeux qui doivent être réglés. Justement, je ne pense pas que la raison était la pollution. Hein. Je pense plutôt que c'était des économies. Et bon, bien sûr, évidemment, elle est polluante. Et justement, le Maroc est prêt à relever ce défi parce que non seulement nous sommes dans de l'énergie verte et de l'économie. Donc, Sotema, par exemple, est complètement dedans. Donc, nous sommes dans de l'énergie renouvelable depuis une dizaine d'années. Donc, aujourd'hui, nous pouvons relever ce défi de relocaliser certaines matières et certains produits en fabrication, en co-développement. Le Maroc aujourd'hui est très bon transformateur. Il y a la recherche qui n'est pas encore au rendez-vous et ça va être, je l'espère, donc les nouveaux challenges, vu cet esprit d'innovation qui nous a tous animés ces dernières années. Donc ça d'un côté, et puis le hub vers l'Afrique, parce que, et nous le voyons, nous pouvons vraiment représenter ce hub vers nos pays confrères. En tech transfert, c'est très important de le dire. Aujourd'hui, Sotema et plein d'autres laboratoires pharmaceutiques, je parle de mon domaine évidemment, nous avons déjà entamé donc, un transfert de technologie vers certains pays. Donc il est très important de continuer pour que non seulement le Maroc, mais l'Afrique brille un jour de ces technologies. Donc l'ambition est claire. Hub euro-africain, best cost dans l'industrie du médicament, c'est la place qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller prendre. Et la place est à prendre. Et la place est à prendre. Voilà. Et la place est à prendre. Alors, il y a une place à prendre, mais il y a aussi, Mehdi Tiazi, je me tourne vers vous, les Marocains, depuis 18 mois, vivent au rythme de nouveaux acronymes, CSMD, NMD, ils sont rentrés quasiment dans le langage courant, donc on dit le NMD pour nouveau modèle de développement, et 36 millions de Marocains comprennent immédiatement de quoi il s'agit. Alors justement, ce nouveau modèle de développement et comment raccrocher les deux séquences, entre la séquence tactique qu'on vient de vivre, cette séquence stratégique qui a vu la généralisation de la protection sociale, la création du fonds M6 pour l'investissement, la création d'un organe centralisateur pour les participations de l'État. Comment est-ce qu'on raccroche les wagons, Mehdi Tiazi ? Comment est-ce qu'on arrive à s'insérer dans l'exécution de ce nouveau modèle de développement ? Je crois qu'on est notre particularité, c'est qu'on travaille sur des temps longs. Je pense qu'il y a un premier temps qui a fait à peu près 2000-2020 et durant lequel on a construit, entre autres, des infrastructures avec d'énergie verte, avec un peu moins de 2000 km d'autoroute, avec le TGV, les barrages, le port d'Angemed, le port de Nador bientôt, etc. Donc c'est ce qui a permis d'avoir plus, évidemment, toutes les organes de bonne gouvernance, exemple, le Conseil de la concurrence, etc. Donc c'est ce qui permet d'accueillir des entreprises comme Renault, Peugeot, et je salue au passage le patron Maroc de Renault qui est avec nous. Donc le hard, les infrastructures hard ont été réalisées. Mais on n'aurait pas pu avoir le cadre réglementaire a été réalisé. Tout ça ne serait pas arrivé si on n'avait pas ces infrastructures pour les accueillir. Ensuite, il y a un deuxième temps qui commence avec le nouveau modèle de développement qui a été commandé par Sa Majesté le Roi et qui doit être déployé maintenant. Et ce nouveau modèle court de 2020 et fixe des objectifs à 2035. Parmi les objectifs, il y a par exemple une réorientation des investissements et de l'alignement de la stratégie de l'État vers les industries productives ou celles qui sont jugées productives et stratégiques pour le Maroc.
parmi les grands chantiers, il y a ceux que vous citiez, c'est-à-dire la généralisation de la protection sociale, la simplification des procédures administratives, la création de la banque publique d'investissement avec ce qu'on doit y mettre, et la transformation de la Caisse centrale de garantie vers cette forme de BPI. Il y a la rationalisation des participations de l'État, etc. etc. Pour prendre un des exemples qui me semble emblématique, ce nouveau modèle fixe comme priorité d'avoir un coût de l'énergie qui soit 0,5 dirhams, donc 0,05 € du kilowattheure, et décarboné, et en énergie verte dans les 5 années qui viennent. Donc c'est cette deuxième phase qui vient 20 ans après la première qui, à mon avis, fixera encore une fois sur le long terme, sur 15 ans, les priorités du Maroc pour qu'on puisse passer un cap supplémentaire. Et ce cap doit se faire dans la pyramide de Maslow sur des éléments un peu moins tangibles, un peu plus importants. Par exemple, la généralisation de la protection sociale, la généralisation de la retraite à l'ensemble des Marocains, l'augmentation des allocations et des prestations familiales sont autant de chantiers qui sont extrêmement importants pour qu'on puisse avoir un développement qui soit durable, aussi beaucoup pour les citoyens. Décidément, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que tous les invités aujourd'hui me font les transitions idéales. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, Mehdi Tiazi, c'est que le Maroc, qui s'est construit post-indépendance sur une civilisation d'ingénieurs, doit devenir maintenant le pays des codeurs, celui qui rentre dans cette nouvelle génération des infrastructures immatérielles et pas uniquement des infrastructures matérielles. Donc, c'est le nouveau combat. Mais ça, on a de très beaux exemples sur ça, par exemple. Je pense certains en tout cas l'ont compris très tôt, et je crois que le président Terrab a eu une vision extraordinaire sur ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter l'université 1337, mais c'est extraordinaire. On sort en 6 mois une quantité d'ingénieurs à forte connotation informatique de très très grande qualité, de manière extrêmement impressionnante. Et franchement, ils sont très bons. Alors, pour continuer sur ce sujet, je me tourne vers vous, Candace, pour qu'on parle un petit peu de ces chantiers immatériels, mais aussi des chantiers civilisationnels. Parce que le Maroc, comme beaucoup d'entre vous ici le savent, en 2002 a consacré l'égalité homme-femme avec la réforme de la Moudouana et la réforme du Code du statut personnel, qui a été à l'époque une réforme difficile à passer, qui a mis 9 mois à pouvoir être mise en place avec la nomination notamment d'un médiateur afin de pouvoir passer un texte moderne. Mais alors, ces chantiers immatériels, ceux qui font basculer l'esprit d'une nation, dans le digital, dans les femmes, quel regard portez-vous sur ces sujets-là au Maroc ? Je pense qu'au Maroc, et même dans l'absolu, comme disait Kofi Annan, investir dans le développement des femmes, c'est investir dans le développement d'une nation et du monde par extension. Parce que c'est une force vive, c'est des revenus dont une partie peut revenir à l'État, c'est des familles qui sont plus prospères parce qu'il y a des femmes qui sont capables d'opérer à leur pleine puissance professionnelle, entrepreneuriale ou autre, si elles choisissent par exemple de rester à la maison. Le numérique, dans ce contexte-là, a un vrai potentiel d'accélération du processus d'équité à plus d'un niveau. Bon, le développement des femmes est important pour une question pas seulement de diversité, mais d'inclusivité des entreprises et des sociétés. Quand je dirigeais une filiale du groupe Jumia au Cameroun, le fait d'avoir dans mon équipe un nombre significatif de leaders féminins a permis de réduire par rapport à d'autres entités les cas de harcèlement sexuel ou, je dirais, d'inconfort féminin sur le lieu du travail. Il nous a permis, avec une petite équipe, avec des moyens limités à l'époque, d'accomplir des performances extraordinaires et de créer un mouvement d'émulation auprès même de jeunes étudiantes du pays qui ont pu voir des femmes travaillant dans un secteur innovant dans leur pleine puissance parce qu'elles travaillaient dans un environnement professionnel qui leur permettait de s'exprimer pleinement. Pour revenir sur l'importance du numérique dans l'accélération de ce processus d'équité, au-delà de l'intention et de la légifération, je vais parler rapidement de mon parcours avant de diriger des entreprises ou créer la mienne. J'ai été dans une relation violente à une époque où j'étais au tout début de ma carrière, je vivais encore en Afrique subsaharienne, et c'est Internet qui m'a permis de m'échapper, de m'éduquer
et de bâtir une carrière. C'est grâce à Internet que j'ai découvert que je pouvais passer les concours des écoles de commerce, que j'ai découvert la question qu'il fallait étudier pour passer le concours de l'ESSEC, que j'ai réussi à obtenir par la suite, que j'ai réussi à décrocher des boulots, travailler sur mon profil pour séduire séduire, entre guillemets, bien évidemment, des recruteurs par la suite. Et même en tant qu'entrepreneur, ça a été l'outil qui m'a permis de développer mon réseau, mes connaissances, mais générer du revenu. Et c'est ce que j'ai utilisé pour transmettre à d'autres personnes, hommes, femmes, et contribuer au développement de l'économie. Donc selon vous, le numérique, c'est un accélérateur de l'ascenseur social? Absolument. Et un aplanisseur de différences? Absolument. Maintenant, il y a quand même une première vague à passer, parce que le numérique aussi, quand toutes les infrastructures ne sont pas en place, peut accentuer les inégalités sociales. C'est-à-dire que pour peu qu'on n'ait pas l'électricité, qu'on n'ait pas accès à l'alphabétisation numérique, ou que l'on ait un certain âge, s'il n'y a pas une volonté publique ou d'organisation qui insère dans leur politique de responsabilité sociale d'entreprise la montée en compétence des populations les plus marginalisées, là l'effet lisseur et d'ascenseur social est perverti, mais oui. Alors, on a vu ces grands défis que sont la digitalisation, plus d'inclusion, plus de parité, plus d'égalité, mais il y a évidemment the elephant in the room, la transition écologique, ce grand sujet qui, pour le Maroc, est un État qui commerce énormément avec l'Europe et qui va connaître une transition écologique rapide à partir de la mise en place du moratoire en 2024, est un sujet très important pour le Maroc. Alors, vous êtes bien placé pour en parler, Philippe Bourdeau, parce que Veolia est la plus grande entreprise mondiale en matière de transition écologique et qui vient d'en inspirer amicalement une autre qui était elle-même un leader dans ce même domaine. Mais comment est-ce que vous voyez ces chantiers d'avenir sur la question de la transition écologique au Maroc et comment vous voyez les défis d'avenir pour votre entreprise dans ce cadre? De manière globale, quelles sont vos nouvelles ambitions au Maroc? Alors, je crois que ça a été souligné. Le Maroc a entrepris des réformes ambitieuses dans plusieurs secteurs pour assurer la transition vers une économie verte. Alors, nous avons chez Veolia au Maroc la plus belle des ambitions, puisqu'il s'agit de réussir ensemble la transformation écologique du pays, du royaume. La transformation écologique, vous le savez, c'est la raison d'être de Veolia. Alors, les villes marocaines joueront demain un rôle essentiel dans le développement du continent et du monde, mais à condition d'être des villes résilientes et durables. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi, qui a très tôt fixé un cap en matière d'ambition écologique au Maroc, et qui souhaite faire un Green Hub euro-africain, votre pays a accéléré les initiatives en déployant une stratégie ambitieuse, faisant de l'économie verte le cheval de bataille. Alors, cela impose notamment une optimisation de la gestion de la ressource. Cela nécessite une amélioration de l'efficacité énergétique et un plus grand recours à l'économie circulaire. Alors, Philippe Bourdeau, je vous arrête une seconde parce que je vous ai vu sourire tout à l'heure quand il y avait le témoignage du patron de Renault, parce qu'il faut aussi des success stories. Il faut pouvoir produire cette fameuse énergie. Vous faites. Alors j'y viens justement. Je pense que nous sommes très outillés pour accompagner le royaume et lui garantir une gestion maîtrisée des enjeux environnementaux, tout en accompagnement le développement industriel et le développement économique. Quelques exemples qui font partie des grands chantiers du royaume. La lutte contre les plastiques. Nous avons aujourd'hui un projet de construction d'une usine de recyclage du PET. Alors le PET, c'est on a des canettes, mais ce sont les petites bouteilles d'eau, les bouteilles de soda, que l'on souhaite recycler pour en faire du PET à usage alimentaire, c'est-à-dire redonner une deuxième vie à la bouteille en plastique, voire une troisième, pour ne pas consommer du pétrole, pour en fabriquer. Mais c'est aussi la décarbonation. On sait aujourd'hui chauffer ou refroidir un bâtiment avec des calories issues des eaux usées. On sait aussi produire de l'électricité à partir des résidus des eaux usées. On sait produire du méthane, du gaz naturel, à partir des déchets, pour faire rouler des bus, pour faire rouler des camionnettes, pour chauffer des bâtiments. On sait utiliser des grignons d'olive, comme à l'usine Renault Tanger, où grâce aux équipes de Veolia associées à celles de Renault, on a construit la première usine dans l'industrie automobile zéro carbone, zéro émission de carbone. Mais voilà, des exemples pour faire varier le mix énergétique. On a des réalités, ce ne sont pas que des théories.
Mais je pense aussi à tout ce qui tourne autour de la ville intelligente, des nouveaux outils digitaux. Et puis, un autre élément important, la réutilisation des eaux usées traitées. C'est le fameux reuse. C'est le fameux reuse. Et le reuse, c'est la réutilisation des eaux usées, mais traitées. Parce qu'il y a une barrière psychologique à franchir que seuls quelques pays extrêmement arides au monde, comme la Namibie, ont franchi, de réutiliser les eaux usées pour de l'alimentation humaine. Aujourd'hui, au Maroc, la réutilisation des eaux usées traitées est une réalité pour produire de l'eau industrielle ou pour produire de l'eau agricole. On peut le rappeler sur Rabat parce que la plupart, beaucoup de gens viennent à Rabat et se disent mais ça ressemble à Genève, il y a des parcs partout, mais je crois que 80 à 90% de l'eau qui est utilisée pour l'arrosage dans une ville comme Rabat, c'est de l'eau qui est issue du reuse. C'est de l'eau à qui on donne une deuxième vie après l'usage d'alimentation humaine, on lui donne une deuxième vie. C'est vrai à Rabat, c'est vrai à Tanger, c'est vrai à Tétouan. Mais je voudrais insister, ces chantiers sont indispensables pour conserver la compétitivité et l'attractivité du royaume. L'empreinte carbone, l'empreinte environnementale, elle est centrale dans la production des biens et dans les échanges internationaux. Il faut baisser l'empreinte carbone si on veut continuer à exporter. Tout cela, ça rend nécessaire un certain nombre d'investissements pour être capable d'adapter la production à ce nouveau paradigme. Mais en ce faisant, on en fera un nouvel avantage comparatif et surtout un facteur de différenciation compétitive. Et c'est pourquoi les quelques exemples que je vous ai cités d'économie circulaire, ce sont déjà des réalités au Maroc, et nous sommes là pour aider le Royaume à remporter ce challenge de la transition écologique que Sa Majesté le Roi a lancé. Alors, ces questions de transition écologique, vous êtes au cœur également de ces sujets-là, Rita Zniber, puisque votre entreprise, elle est en charge quelque part de connecter les éléments naturels. C'est-à-dire on part de la terre, on fait de la transformation, et puis on va même dans des processus industriels. Comment vous voyez l'évolution de votre secteur de l'agroalimentaire au Maroc, avec notamment ces nouvelles contraintes qui sont écologiques, mais qui sont aussi logistiques, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Il y a de nouvelles contraintes logistiques très importantes sur ces secteurs-là, et ainsi que les nouvelles opportunités qui sont issues de ce fameux NMD, que tout le monde avait compris que c'était le nouveau modèle de développement. C'est une question qui nécessite un peu de temps pour répondre. Donc je dirais que l'écologie, en se penchant sur l'interaction des êtres vivants et de leur milieu, nous rappelle l'harmonie qu'il s'impose à nous de préserver dans notre écosystème. Ce n'est donc pas une contrainte, comme vous l'évoquiez, mais véritablement une opportunité à saisir, surtout pour un secteur comme le nôtre, dont le métier est au fond de connecter et harmoniser les éléments. En clair, nous partons de ressources précieuses, la terre et l'eau, qui sont à l'origine d'ailleurs du groupe Diana Holding, puisque c'est un groupe parti de la terre, auquel nous ajoutons du talent humain, de la force mécanique et technologique pour parvenir à un produit fini qui se doit de ne pas être nuisible et d'apporter de surcroît une valeur ajoutée. En ce sens, nous qui combinons les éléments partant du sol sommes déjà très attentifs à la dimension écologique, sachant pertinemment devoir nous améliorer en permanence en ce sens. Concernant la logistique, vous avez raison, c'est le défi du moment. Il y a une pénurie de containers disponibles et de grandes tensions sur les routes maritimes qui surenchérissent nos coûts de transport, les multipliant par 5, 10, parfois 20 dans certains cas. Cette pénurie et ou l'augmentation vertigineuse des coûts touche cependant bien d'autres volets, tels celui des intrants, des emballages, etc., ce qui obère ainsi notre profitabilité et l'équation économique qui permet la croissance, affectant de facto la donnée sociale qui permet le développement. Donc le renforcement du rôle de la femme et l'intégration de la jeunesse, qui à eux deux sont la pierre angulaire du développement, en sont donc affectés à ce stade. Les conséquences de cette crise mondiale exigent de pratiquement tous les secteurs économiques une faculté de résilience à toute épreuve. Donc pour faire le lien avec les chantiers d'avenir, je pense qu'il est indispensable de prendre à bras-le-corps cette question de la logistique, d'autant que le Maroc a cette capacité unique de se projeter à la fois sur la Méditerranée et sur l'Atlantique, et que des ports tels que ceux de Tanger Med, Nador West Med, Kenitra Atlantique, Dakhla Atlantique faciliteront le transport maritime
dans les années qui viennent, quand ce n'est pas déjà le cas pour Tangemed. Au niveau des opportunités, je dirais que le nouveau modèle de développement constitue une ligne d'horizon très ambitieuse à laquelle je souscris pleinement, car il prend en compte toutes les contraintes et capitalise sur les lignes de force du Maroc. Enfin, le chantier de la généralisation de la protection sociale me touche tout particulièrement, car nous avons, au sein de Diana Holding, placé très tôt cette question au cœur de nos préoccupations. Veiller à la prééminence du capital humain, c'est avoir présent à l'esprit, comme disait Jean Bodin, ce philosophe du XVIe siècle, que se plaisait à citer le fondateur de Diana Holding, feu mon époux Brahim Zniber, il n'y a de richesse que d'hommes. Tout mettre en œuvre pour être à l'avant-garde de l'excellence sociale est un chantier ouvert depuis longtemps par notre groupe et dont il a assumé le coût non négligeable, alors même que l'arsenal juridique de l'époque ne nous y contraignait pas. Et que nous avons toujours pris des mesures à même d'assurer aux travailleurs agricoles saisonniers, pour prendre un exemple, une rémunération digne et une protection sociale. Alors je pense que c'est très important. On a voulu avoir des groupes familiaux marocains qui soient représentés dans ce panel parce qu'ils sont également le cœur battant du secteur privé marocain. C'est eux qui ont développé, disons, ce tissu économique marocain. Et il y a effectivement une signature commune dans tout ça, c'est qu'il y a cette volonté de pouvoir se projeter sur des temps très longs. Alors la présidente Zniber parlait de logistique et d'écologie. Donc c'est de la musique pour vos oreilles, Mama Sougoufara, parce que le rail, évidemment, c'est un moyen de pouvoir se déplacer tout en étant écologique, de raccourcir ces fameux chemins logistiques qui sont de plus en plus complexes. Rappelons que, effectivement, depuis 7 mois, le Maroc n'a plus de liaison fixe avec la Chine en matière de liaison maritime, et que donc il y a des défis de plus en plus importants parce qu'il faut faire des transbordements à Rotterdam, etc. Alors c'est des sujets que vous connaissez par cœur. Quelle est la vision que vous avez de l'évolution de la mobilité du rail au Maroc, ainsi que les questions on va recollecter avec les talent pools, la formation, comment est-ce qu'on anime tout ça, comment est-ce qu'on a des talents qui viennent pour pousser ces nouveaux sujets. Et c'est d'autant plus intéressant que vous, quelque part, Alstom, vous êtes un peu chez vous ici à l'Expo, parce que vous avez fait le train qui relie Dubaï à l'Expo, et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore emprunté à l'emprunter. Oui, effectivement, ça permet de réduire la distance pour tous ceux qui se posent des questions sur comment se déplacer au sein de l'Expo. Mais voilà, comment voyez-vous l'accrochage des wagons entre ces questions de mobilité, de transition écologique et de développement du rail au Maroc? Je pense que le Maroc a extrêmement implémenté, avec beaucoup de structures, la vision du roi dans le développement des infrastructures globalement. Et pour ce qui est du transport ferroviaire, vous le savez, les villes marocaines, je pense à Casablanca, je pense à Rabat, ont développé à travers les tramways des systèmes de mobilité urbaine extrêmement efficaces, simples et qui irriguent la ville. Et cela non seulement a des impacts sur l'écologie, mais aussi sur la facilité avec laquelle les citoyens peuvent aller travailler, étudier, sortir, avoir accès à la culture, etc. Donc, pour nous, c'est plus qu'un secteur d'activité, mais c'est une transformation à laquelle nous contribuons et aux côtés des autorités locales et nationales au Maroc. Et je rejoins tout à fait ce que Mme Lamia Tazi disait. Si on regarde le choc qu'on a vécu avec la Covid, aujourd'hui, il y a une nécessité de relocaliser. Et il y a une nécessité de nearshoring. Et je pense que de ce point de vue-là, la diversité des capacités et des investissements que le Maroc a fait dans le transport, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans le ferroviaire, positionne le royaume dans l'attractivité et aussi le développement des compétences liées à la mobilité. Et pour nous, c'est un facteur extrêmement important parce que le premier investissement au-delà des infrastructures,
c'est le capital humain. C'est les ingénieurs marocains, les hommes et femmes qui ont étudié au Maroc, dont beaucoup viennent d'autres pays également. Et donc là-dessus, il y a une responsabilité aussi, au-delà des politiques économiques et industrielles, une responsabilité que le Maroc prend en charge d'accueillir et d'accompagner le développement d'autres pays du continent dans ces technologies, dans ces savoir-faire. Et le patronat marocain y joue un très grand rôle. Je pense à mon oncle Abdou Diop qui agit beaucoup également dans ce domaine. Donc je considère qu'il est important qu'au-delà de ce qu'on évoque sur la vision du Maroc et la stratégie très bien implémentée, l'ouverture et la responsabilité que le Maroc a à cœur d'assumer auprès des autres pays du continent. C'est cette dimension de catalyste du co-développement en Afrique, en fait. Moi, je pense que le Maroc est pas simplement un exemple. Je dirais que c'est un point d'articulation. Il y a très peu de pays dans le continent qui ont cette vision et cette politique d'ouverture et d'investissement dans le reste des pays d'Afrique. On l'a vu dans le secteur financier, très clairement. On le voit dans le secteur des assurances, on le voit dans le secteur industriel, dans le secteur agricole, dans le secteur agroalimentaire. Donc, je dirais que c'est une nécessité, mais aussi une responsabilité, et qui s'est diffusée de la plus haute autorité, qui est Sa Majesté le Roi, à l'ensemble des institutions marocaines. Merci beaucoup, Mama. Pour clôturer cette séquence, je vais vous poser à tous la même question, pour laquelle je vais vous demander de me répondre en 1 minute, toute taxe comprise. Hein. Vraiment, on va essayer de faire ça très court. Alors, aujourd'hui, on a lancé Morocco Now. Est-ce à dire que vous pensez que le temps du Maroc d'accéder à l'émergence est arrivé? Je démarrerai par vous, Président, je vous en prie. Oui, je pense que effectivement le Maroc doit saisir cette opportunité et rebondir très vite, avec agilité, en capitalisant sur son expérience, afin de ne pas réitérer les mêmes erreurs et aller de l'avant. Je voudrais juste m'assurer, est-ce que c'est la dernière question qui m'est posée? Oui, c'est la dernière question qu'on va poser à tout le monde parce qu'on a des contraintes de temps. D'accord. Et qu'il y a des gens qu'on doit... Je vais quand même passer quelques petits messages de réflexion. Bien sûr, je vous en prie. Allez-y. Donc, je voulais dire que dans un monde où l'agilité stratégique est le nouvel alpha et oméga d'une entreprise qui se veut pérenne, je ne pense pas que l'on puisse opposer ces deux dimensions. L'homme, cet être en devenir, est à l'image du Maroc Now, ce nouveau Maroc qui nous réunit aujourd'hui et symbolise une nation qui peut s'enorgueillir d'un bilan incontestablement positif sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, auquel je voudrais ici rendre hommage. En effet, le trône est le symbole de cette capacité unique à combiner à la fois les urgences du moment et les chantiers de l'avenir. Aujourd'hui, plus que jamais conscient de la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire post-Covid avec moins d'énergie et moins d'eau, nous avons la chance, sous le leadership visionnaire donc de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que les sciences agronomiques et les nouvelles technologies offrent un énorme potentiel au Maroc, en particulier à travers l'intelligence artificielle, mais sans oublier l'utilité des barrages actuels et à venir. Voilà, dans un contexte de crise tel que celle que nous traversons, les changements de paradigme permettront l'implémentation de leviers de développement à même de nous permettre de relever les défis de l'heure, que sont l'élimination de la faim et toutes les formes de malnutrition, la gestion des changements climatiques, la préservation et la restauration de nos écosystèmes, la solidarité et la complémentarité inter-États du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc indubitablement pour vous, la réponse c'est oui. Oui. Le temps du Maroc est arrivé, et puis vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé, c'est-à-dire cette capacité du trône à la fois à agir sur les urgences du moment, mais à étirer l'agenda, à faire des réformes de long terme, à pouvoir donner du futur au présent lorsqu'il déploie des stratégies. Philippe Bourdeau, je vous pose la même question. Est-ce que, selon vous, qui avez quand même
cet observateur privilégié en venant de Veolia. Est-ce que pour vous, le moment du Maroc est en face de nous? Pour faire court, oui, je vais développer. Le Maroc, c'est un véritable centre d'expertise avancée qui a vocation à bénéficier largement aux autres pays où Veolia est présent, sur le continent africain, mais également dans le monde. Je vous donne un exemple très rapide. Il y a 10 jours, Veolia a remporté le management contract pour la gestion des services d'eau et d'assainissement de la région de Riyad, en Arabie Saoudite. Le plus grand contrat d'eau au monde. 42 experts de Veolia doivent partir d'ici 2 mois pour ce management contract. Et vous savez qui étaient les 4 premiers candidats volontaires qui ont levé la main pour dire « on veut y aller ». 4 experts marocains de Veolia. Les 4 premiers qui ont envie d'aller faire découvrir, faire bénéficier de leurs connaissances, de leurs expertises, leurs futurs collègues saoudiens. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai l'intime conviction qu'avec les compétences, avec les talents, la richesse de nos collaborateurs, selon l'impulsion lancée par Sa Majesté le Roi, nous allons ensemble réussir la transformation écologique au Maroc. Merci Philippe. Lamia Tazi. Alors, vous, en plus, vous avez une lourde responsabilité, parce qu'une partie des vaccins, cette sortie de crise, si on voulait vous mettre une grande croix rouge sur le front, c'est de dire que vous êtes en partie responsable de la future sortie de crise. Du temps du Maroc. Du temps du Maroc, oui. Écoutez, moi, je ne peux qu'être positive. D'abord, je sais pas, j'imagine que chacun de nous a fait l'introspection et d'où on vient, cloîtré chez nous, ne pas voir nos familles, donc déjà on a voyagé, on va au restaurant, c'est super positif déjà pour nous. C'est super positif de placer le Maroc comme ça, premier pays à faire un essai vaccinal, premier pays africain à fabriquer le vaccin, un nouveau gouvernement, une CGM neuve et jeune et dynamique. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, hein, mais bon, il faut quand même bosser. Donc on a pu prouver qu'on était capable de le faire. Mais je crois qu'il faut travailler derrière pour pouvoir maintenir tous ces efforts et puis tous ces acquis. Voilà. Merci beaucoup. Mais Tazi, j'y ajouterai une touche personnelle, quand même, parce que j'ai droit à un joker en tant que modérateur. Si vous aviez su que vous devriez affronter une telle tempête et un tel cyclone, est-ce que vous y seriez allé? Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, parce que c'est à la fois galvanisant hein, de pouvoir être face à ce type de challenge. Mais en réalité, on voit que le moment du Maroc est en train d'arriver. Mais vous, il y a 2 ans, quand vous présentez votre candidature, est-ce que vous y seriez allé si vous aviez su ce chemin de Damas, ce chemin de croix qu'elle allait être en face de vous? Je réponds pour nous deux. J'y serais allé 2 fois. On y serait allé 2 fois plutôt qu'une, parce que je crois qu'on a eu la chance de vivre, la chance, en tout cas la chance de nous sentir extrêmement utiles pendant cette période, parce qu'on a eu un impact qui était je crois important. Et pour répondre à la question, je crois que, évidemment, je pense qu'on est dans un moment particulier pour le Maroc, parce que les astres s'alignent, et je touche du bois, j'espère que ça continuera. Tout à l'heure, je parlais de ce qui a été mis en place pendant 20 ans, et qui est la couche nécessaire pour qu'on puisse construire, sur laquelle on peut construire. 2, on a un nouveau gouvernement qui est jeune. J'ai lu quelqu'un l'a qualifié de politico-technocrate, et je crois que c'est un peu vrai, mais on a en tout cas tous beaucoup d'espoir dans ce qui vient. 3, on est en sortie de crise, et c'est toujours bien c'est toujours des périodes de forte croissance. Et 4, je crois on s'est positionné comme un acteur alors on peut l'appeler nearshoring, on l'appelle un peu comme... Mamadou Gouffora disait l'articulation, mais le pays pivot, quoi. Oui, l'exemple de Majorel dont on parlait ce matin, qui a été introduit en bourse pour une valorisation qui est grosse selon les standards mondiaux, 4 milliards de dollars, et qui en fait le 2e acteur du BPO dans le monde, est un signal qu'il y a une entreprise à 50% marocaine de taille extrêmement importante qui se positionne sur de la sous-traitance intellectuelle, mais de la sous-traitance, et qui opère à un niveau mondial. Mais il y en a d'autres qui sont aussi importantes. Pour prendre le secteur de l'aéronautique ou l'automobile, par exemple, si vous allez voir les câbleurs, par exemple, les sous-traitants de première catégorie marocains, ils sont sur chaque appel d'offres en compétition avec d'autres pays. Je ne les connais pas tous, mais je sais que la Serbie, la Roumanie,
l'Égypte, et je ne sais plus quels pays sont nos compétiteurs. Et ces gens-là ne choisissent pas de venir au Maroc pour nos beaux yeux, ils choisissent parce que les critères de compétitivité que nous présentons sont importants, et en particulier les ressources humaines déploient un niveau de productivité qui est dans les meilleurs standards mondiaux. Et donc je crois que oui, c'est le moment du Maroc. D'accord, donc on a 4 oui. Candace. Alors, pour la diversité, je ne vais pas dire oui, mais je vais dire oui et. Oui, c'est le temps du Maroc, et ça peut être par ricochet le temps du Maroc et de l'Afrique en tant que moteur d'aller à la conquête du monde, en utilisant, dans mon cas, le levier de l'innovation, le levier des nouvelles technologies, le levier de l'entrepreneuriat, non seulement pour le positionner en tant que hub régional, justement, créé, je ne veux pas reprendre l'image, la Silicon Valley, Silicon Desert, Silicon whatever, mais le Maroc a déjà beaucoup d'avantages sur ce plan, à cause de la volonté étatique, à travers des agences comme l'ADD qui ont été mises en place et qui sont dynamiques, la qualité des infrastructures, l'avantage qualité-prix de la connexion au Maroc comparé à d'autres pays de la région, mais aussi le Maroc est un pool de talents panafricains extraordinaire à travers le biais de l'éducation et de l'immigration des meilleurs cerveaux du continent, notamment francophones, qui vont étudier toutes sortes de matières. Donc, en portant de l'attention sur ces points-là, en s'accompagnant de partenaires ou d'assistance technique, notamment pour mettre en place les programmes nécessaires à tirer au mieux parti de ces talents-là, mais aussi de l'innovation du numérique et de l'entrepreneuriat, le Maroc et l'Afrique, par ricochet, peut aller à la conquête du monde. Ok, alors, Mamassou Gouffara, vous allez avoir le mot de la fin, mais le Maroc, au cours des 24 derniers mois, a fait mentir Hubert Lyautey, puisque pendant très longtemps au Maroc, on disait gouverner, c'est pleuvoir. Mais là, on a pu prouver au cours de cette séquence qu'au Maroc, gouverner, c'est également prévoir et être en capacité d'anticiper. Est-ce que pour vous, le temps du Maroc est venu? C'est très difficile de dire non, mais c'est aussi une simple vérité. Ça sera le grand chelem pour vous. Vous aurez réussi à avoir un oui de tout le panel. Et je dirais le plus important pour moi, c'est, comme l'a dit Candace, c'est le temps du Maroc dans le temps de l'Afrique. Et pour moi, c'est un des aspects les plus importants de la stratégie que le Maroc met en place. Parce qu'offrir des capacités et des solutions dans une économie mondiale, avec un ancrage continental, c'est certainement le seul pays aujourd'hui qui le réussit. Beaucoup en ont rêvé, beaucoup l'ont essayé, et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le Maroc est certainement lui qui le fera. Merci beaucoup, et je pense que le dernier symbole de notre modernité insolente, c'est que nous, Marocains, sommes capables de terminer un panel exactement à l'heure, puisqu'on devait le terminer à 19h30. Je vous demande de vous applaudir, d'applaudir tout le monde. Et enfin, de partager avec vous une dernière requête, parce que vous pensiez tous que c'était gratuit de venir ici, mais en réalité c'est payant. Donc ce soir à 22h50, pour ceux d'entre vous qui seront dans le centre-ville, vous pourrez rémunérer les efforts de la MDIE, les efforts de la CGEM, les efforts du Maroc, en regardant une animation exceptionnelle et inédite qui sera sur Burj Khalifa. Et je pense que c'est une grande fierté pour nous tous Marocains d'être à cette expo et d'avoir cette opportunité exceptionnelle de pouvoir illuminer le monument le plus emblématique du Moyen-Orient et le draper aux couleurs de notre pays.